Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Un politicien gallois a dit un jour « Un comptable compétent annonce la veille ce que les économistes prévoient le jour même pour le lendemain ». Si la comptabilité vous est étrangère ou pire, si elle vous effraie, restez avec nous. Alexandre Rambaud va nous dévoiler comment elle est l'allié d'une transition réussie. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast Time to Shift. Aujourd'hui, on s'intéresse à la comptabilité. C'est un sujet un peu opaque mais qui régit le fonctionnement des entreprises et donc de notre système économique. On voit aujourd'hui que la comptabilité elle a montré ses limites pour rendre compte des impacts environnementaux des activités, mais peu d'entreprises ont encore changé leur modèle de comptabilité et préfèrent souvent adosser à leur bilan financier un bilan RSE. Une mesure des impacts, mais qui reste souvent un à côté et qui change pas en profondeur les modèles économiques. Mais alors, comment piloter une entreprise ou un projet si on veut s'inscrire dans la transition écologique, mais si on n'a que des indicateurs financiers pour rendre compte de notre activité? Pour parler de cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Rambaud. Bonjour Alexandre. Bonjour Oriane. Merci de prendre le temps pour échanger avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites ? Alors je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech, chercheur au CIRED, qui est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et je co-dirige deux chaires, une chaire qui s'appelle comptabilité écologique et une chaire double matérialité qui est en lien aussi avec la comptabilité écologique. Et donc, on aura l'occasion de revenir sur cette notion. On va commencer par la base de la base, un peu quand est-ce qu'a été inventée la comptabilité et pourquoi. Et peut-être dans son histoire plus récente, quels ont un peu été les moments charnières de basculement qui ont fait évoluer ce domaine de la comptabilité. Alors la comptabilité, elle naît il y a très longtemps. En fait, elle naît avec les premières civilisations humaines néolithiques, avec l'agriculture en fait, les premières cités. Quand il y a eu des besoins en fait de s'organiser ensemble, des organisations de plus en plus complexes, et le besoin d'avoir en fait des codes partagés. Ce qui fait que la comptabilité, on en a souvent une image assez technique et voire neutre, avec une certaine neutralité. Mais la comptabilité, elle est au cœur, historiquement et même anthropologiquement, de nos organisations humaines. Et il n'y a pas une civilisation humaine qui n'a pas développé en fait des systèmes comptables pour accompagner les organisations. En fait, derrière la comptabilité, il y a des enjeux de qu'est-ce qu'on prend en compte, c'est-à-dire comment on représente le monde dans lequel une organisation évolue. Il y a la question de quoi on est responsable, dans le sens où on est comptable de quelque chose. Donc, quelles sont les redevabilités, quels sont les enjeux aussi de responsabilité dans ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'on compte, mais c'est-à-dire en fait pourquoi on compte et comment on construit en fait justement les grandeurs qui permettent, les ordres de grandeur qui permettent de piloter une organisation. Et enfin, à qui on rend des comptes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise une communication autour des informations de façon à prendre des décisions les plus efficaces et les plus intéressantes possibles. Passons maintenant un peu au cœur de notre sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la comptabilité, cet outil administratif qui peut nous paraître un peu austère généralement, c'est un problème en soi pour stopper la dégradation de nos écosystèmes ? Alors ce qu'il y a, c'est que justement, la comptabilité étant au cœur des organisations, c'est véritablement le langage, le squelette et même, j'aime bien utiliser le terme de l'architecture des organisations. C'est ce qui permet en fait aux organisations de tenir debout et de savoir comment articuler justement toutes les activités avec les flux financiers, les flux matières, les flux de stock, etc. Et la question, c'est que du coup, si donc ce système comptable n'intègre pas des enjeux sociaux et environnementaux, ça veut dire que les entreprises, les organisations aussi publiques, eh bien, s'organisent en passant à côté de justement l'intégralité de leurs impacts, l'intégralité de ces enjeux. Et c'est à tel point que il y a un certain nombre de rapports au niveau français, européen, internationaux, qui pointent du doigt le fait que, par exemple, à l'heure actuelle, on ne peut pas considérer que les entreprises peuvent prendre des décisions avisées, étant donné que les systèmes comptables sont aveugles à ces questions.
Mais au lieu de voir changer la comptabilité, j'ai l'impression qu'on voit plutôt un système de bilan carbone qui est en fait un à côté du bilan comptable. Quelles sont les limites de ce bilan carbone? Peut-être aussi ses avantages, parce que c'est vrai que ça a permis à beaucoup d'entreprises de prendre conscience, de faire des plans d'action, mais quelles en sont aujourd'hui les limites? Oui, ce qu'on voit se développer depuis un certain temps, c'est effectivement à côté de la comptabilité classique, des systèmes comme le bilan carbone, de ce qu'on appelle de reporting, de rapportage de certaines données extra-financières. Et l'exemple du bilan carbone est totalement, un des plus anciens par rapport à ça. Alors, la problématique, c'est que en soi, faire un bilan carbone, évidemment, c'est très intéressant et il faut le faire. C'est pas du tout la question. Mais derrière, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que le bilan carbone, ça va permettre donc de mettre en évidence des émissions de gaz à effet de serre. Mais dans ce cadre-là, si je renvoie à la question de qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, donc là, on prend en compte les flux d'émissions de gaz à effet de serre. Mais la vraie problématique climatique, c'est une problématique liée au système climatique en tant que tel. Donc c'est une problématique d'État, une problématique de stock. Et ça, c'est pas pris en compte dans le bilan carbone. Donc il y a une question de représentation. Et dès lors, le bilan carbone devrait en fait être adossé aussi à un budget carbone. Donc déjà, il y a une problématique de qu'est-ce qu'on prend en compte dans la comptabilité carbone. La deuxième chose, c'est que le bilan carbone, une fois qu'il a été fait, là, généralement, il reste un peu en périphérie des prises de décision. Il ne s'articule pas avec le contrôle de gestion, il ne s'articule pas avec les opérationnels, il ne s'articule pas avec la direction financière. C'est-à-dire, en fait, ça reste quelque chose qui est externe. Donc, il y a une nécessité, justement, d'articuler ça avec les systèmes comptables et de faire en sorte que l'on ait à la fois, donc, une comptabilité qui prenne en compte des flux et des états, donc au niveau climatique, et qui s'insère complètement dans toute l'architecture de l'organisation, d'où la question de développer des comptabilités complètement intégrées en fait. Est-ce qu'une des limites, c'est pas aussi ce focus carbone, qui certes est un enjeu clé de la transition écologique, mais par exemple qui laisse aucune place à la question de la biodiversité, et le bilan carbone, on voit des bilans biodiversité émerger, mais c'est encore un autre outil, donc pas non plus facilement massifiable dans les entreprises. Oui, alors totalement. Et c'est pour ça que, encore une fois, derrière la comptabilité, la question de qu'est-ce qu'on prend en compte est absolument déterminante. C'est-à-dire que on a effectivement actuellement un focus climatique qui est très fort, mais les enjeux de biodiversité, les enjeux d'inégalité aussi salariale, enfin, dire sur les plans humains, sont absolument déterminants. Donc la question est justement de savoir ce qui est pertinent à prendre en compte. Alors justement, c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire comptable la matérialité. La matérialité, c'est ce qui est important, ce qui est pertinent à prendre en compte. Et dès lors, il y a une nécessité donc de fonder des systèmes comptables avec une analyse de ce qui est pertinent à prendre en compte. Donc effectivement, on peut après multiplier les comptabilités périphériques, on peut faire des bilans carbone, des bilans biodiversité, des bilans sociaux, ça existe, les bilans sociaux d'ailleurs, mais on reste toujours sur cette problématique de ça reste en périphérie, c'est souvent en fait des comptabilités de flux, et il y a une vraie problématique sur le type de métrique à utiliser au regard, en fait, justement, de ce que l'on veut gérer. Et justement, ça renvoie à une question, qu'est-ce qu'on veut gérer ? Souvent aussi, dans ces outils, il y a le fait de vouloir gérer non pas véritablement des impacts sur des écosystèmes, par exemple, et de préserver des écosystèmes, mais de gérer plutôt en quoi les écosystèmes et les enjeux sociétaux impactent la performance financière. C'est-à-dire, en fait, d'avoir un outil de mesure des risques internes de l'organisation et pas l'inverse. Et donc, c'est tout ça qui pose, en fait, qui fonde les problématiques derrière la comptabilité écologique. Et donc vous, plutôt que de développer un modèle à côté de la comptabilité, vous avez cherché à intégrer ces enjeux climatiques, environnementaux et sociaux dans un nouveau modèle comptable qui s'appelle le modèle CARE, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette approche et ce qu'elle permet ? Oui, l'origine de CARE, en fait, est multiple. Il y a une réflexion qui vient effectivement de cette idée qu'il y a nécessité d'avoir une comptabilité, des systèmes comptables intégrés, avec une modification des plans de compte, donc pour transformer de façon approfondie les organisations. Et il y a une autre réflexion à la base qui est de dire, bien, en fait, justement, comment est-ce que l'on fait ça, en fait, sous quel angle on va représenter les enjeux, avec cette question de flux stock, premièrement, mais aussi
par rapport à ce que je disais, est-ce qu'on va s'interroger sur les impacts que l'on a sur les écosystèmes ou plutôt sur les impacts que les enjeux environnementaux et sociaux ont sur la performance financière? Avec derrière la question qui arrive et qui revient régulièrement, qui est de dire est-ce que on va par exemple représenter les écosystèmes uniquement par leurs services productifs, les services qu'ils apportent aux êtres humains, et dès lors de faire une intégration comptable sur la base de la valeur économique de la nature, par exemple. Alors, l'origine de CARE, notamment, ça a été de reprendre en fait les travaux en bioéconomie et de démontrer que ces approches sont extrêmement problématiques et ne sont pas raccords avec des enjeux de préservation sur base scientifique des écosystèmes. Donc dès lors, la question a été de dire comment est-ce que l'on fait? Comment on intègre sur d'autres bases? Alors il se trouve que la comptabilité financière classique, celle qui est utilisée dans la vie de tous les jours des entreprises, repose sur un principe très simple, qui est de dire on apporte de l'argent sert à l'entreprise et il faut rembourser l'argent. Eh bien, on a dit faisons la même chose avec les écosystèmes et les êtres humains. Disons maintenant, un écosystème, c'est pas simplement un service productif. C'est un enjeu de redevabilité, c'est l'écosystème est apporté à l'entreprise et l'entreprise peut l'utiliser, mais elle doit le rembourser, c'est-à-dire elle doit le préserver. Et donc le système comptable est là pour garantir le suivi de ce qui est fait avec l'écosystème et l'obligation de remboursement, de préservation sur base scientifique de l'écosystème. Et ça conduit à une intégration en fait en termes monétaires, une traduction monétaire, non pas sur la base de la valeur économique, de la valeur productive, mais sur la base des dépenses nécessaires à la préservation des écosystèmes. Donc c'est ça en fait tout le cadre de CARE et qui a fondé en fait un courant, en fait un cadre conceptuel pour appréhender non seulement la comptabilité, mais aussi la façon de penser les organisations et après le fondement d'une nouvelle économie basée sur les redevabilités écologiques. Est-ce que ces redevabilités, elles prennent la forme que de compensation? Par exemple, dans le secteur immobilier, on voit souvent, on artificialise un sol pour construire ce nouvel immeuble et on va aller compenser en mettant une petite zone humide à côté dans un endroit où il y a rien. Est-ce que du coup, il n'y a pas cette limite de compenser plutôt que d'éviter cette dégradation de l'écosystème? Alors justement, cette question de la compensation est souvent attenante avec des questions de valorisation économique en disant on élimine un service écosystémique à un endroit, on va le remplacer par un autre service écosystémique. Là, l'enjeu, c'est d'avoir une réflexion sur une base vraiment scientifique en disant, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire conserver un écosystème? Donc là, il y a toute une réflexion autour de ce qu'on appelle les bons états écologiques, qui sont notamment, par exemple, sur tout ce qui est masse d'eau, les lacs, les rivières, une obligation légale au niveau européen, c'est-à-dire la directive cadre européenne pose en fait ce qu'est le bon état écologique des masses d'eau. Et malheureusement, c'est peu connu, mais il y a des obligations donc de respect de ces états écologiques. Donc ça, c'est la première chose. Donc on travaille sur cette base-là. Au niveau humain, on a en fait des équivalents sur les états de décence en fait au travail et sur l'état d'intégrité physique et psychique des êtres humains. Donc sur cette base-là, la question est de savoir, est-ce que quand on emploie un écosystème, on est capable de garantir le bon état écologique d'une façon ou d'une autre? Si oui, dans ce cas-là, on va avoir une dette au sens comptable. Sinon, en fait, littéralement, il faut renoncer au projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, de phénomène, justement, de compensation. Il y a un phénomène de dire, est-ce qu'on a une dette pilotable? C'est une vraie dette comptable, pas une dette morale, une dette pilotable en disant, nous pouvons faire quelque chose parce que nous savons que nous pouvons rétablir un bon état écologique. Ou alors, on arrive à démontrer qu'il faut renoncer au projet parce qu'on ne pourra pas garantir le bon état écologique. Et là, ça devient aussi une question politique de savoir justement d'accepter un renoncement pour garantir la préservation des états écologiques du monde. On a parlé un peu théorique. Est-ce qu'on pourrait s'attarder un peu sur un exemple pratique? Si une entreprise aujourd'hui veut intégrer, mobiliser cette comptabilité, comment elle s'y prend? Quel changement ça a sur son modèle économique, sa manière de piloter son entreprise? Alors déjà, comment elle s'y prend? Le projet CARE a un peu plus d'une dizaine d'années et on est passé donc de la phase expérimentale à une phase vraiment opérationnelle de mise en place dans des entreprises. Actuellement, dans la dernière version méthodologique de CARE, on est à peu près à une
dizaine, quinzaine d'entreprises qui sont passées. Et depuis le début, on doit être à plus de 30 à peu près. Pour aider en fait les entreprises, a été créé notamment le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une association qui promeut justement à la fois un plaidoyer sur les questions de redevabilité écologique sous un angle comptable et développe et fédère la communauté autour de CARE. Donc dans ce cas-là, les entreprises peuvent s'adresser au CERCES et le CERCES a un catalogue entre guillemets d'opératrices et d'opérateurs qui sont habilités à mettre en place CARE, qui sont formés, donc ce sont des indépendants ou des cabinets qui sont formés pour mettre en place CARE. Donc ça de façon très concrète, voilà comment ça se passe. À partir de là, les entreprises donc, qui mettent en place CARE, ce qui va se passer, c'est que CARE est décomposé en une méthodologie où il y a plusieurs phases, il y a 8 phases, donc il y a un cadre complet méthodologique qui permet vraiment de rentrer dans le modèle. C'est pas un bloc monolithique qui serait totalement, très théorique, très conceptuel, on ne sait pas comment y aborder. Mais par exemple, ce qui va se faire, c'est que les entreprises vont avoir une redéfinition de leur modèle organisationnel sur la base de qu'est-ce qui relève par exemple de l'exploitation pure et qu'est-ce qui relève des fonctions de préservation des écosystèmes. Donc déjà des ventilations au niveau des activités pour savoir précisément donc ce qui est fait. Ensuite d'avoir un chiffrage des plans d'action liés à la préservation des écosystèmes et de permettre là-dessus de repenser la façon dont elle crée de la valeur. C'est-à-dire en disant, je vais donner un exemple très simple, c'est si vous considérez dans l'agriculture que le sol, en fait, c'est pas simplement un élément productif, mais c'est un commun écologique que l'on emprunte. Ça veut dire que c'est plus ça votre support d'activité. Le support d'activité, c'est ce que vous faites avec le sol, c'est-à-dire c'est la culture de blé. Donc CARE va expliquer que dans l'agriculture, le support de l'activité, c'est pas le sol c'est ce qu'on emprunte. C'est pas un support d'activité, c'est un commun écologique. Dans ce cas-là, le support de l'activité, c'est ce que l'on fait, c'est la culture du blé. Donc, ça oblige à poser la question, quels sont les différents emplois que l'on fait du sol ? Alors là, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de travaux sur une systématisation des types d'emplois que l'on a du sol et même des écosystèmes. Donc CARE va en fait systématiser la question de qu'est-ce que l'on fait avec des écosystèmes et va permettre de pousser dans l'organisation en fait une redécouverte de tout ce qui est fait et tout ce qui assure en particulier la création de valeur, mais qu'est-ce qui aussi assure la dégradation des écosystèmes. Donc c'est un élément parmi d'autres. Derrière, il y a aussi la redéfinition des chaînes de valeur, jusqu'à donc obtenir un bilan et un compte de résultats totalement intégrés qui permettent de redéfinir aussi la performance. C'est-à-dire d'avoir, par exemple, une autre analyse de la solvabilité, c'est-à-dire le fait de faire face à ses obligations. Donc on va parler par exemple de solvabilité climatique, de solvabilité biodiversité, de solvabilité environnementale. Et ça redéfinit aussi les enjeux de rentabilité. Et pour terminer, pour donner un exemple aussi de ce qui se fait, on a eu un cas très concret là cette année d'une entreprise qui en fait a mis en place CARE pour valider de façon scientifique une partie de ce modèle d'affaires. Il y a eu en fait une redéfinition assez forte d'un certain nombre d'activités, un reclassement et une élimination d'ailleurs de certaines activités. Et au final, cette entreprise cherchait à avoir un financement public d'innovation auprès de la BPI. Et ce qui se passe, c'est que les comptes ont été présentés directement à la BPI. Donc les comptes CARE ont été présentés à la BPI. Et la BPI, en fait, a revalorisé l'entreprise sur la base, justement, de cette pertinence, de cette crédibilité scientifique. Donc voilà, ça, c'était un exemple très, très concret ça permet aussi de pouvoir capter du financement sur des bases beaucoup plus saines en termes d'alignement entre le modèle d'affaires et la science. Au-delà des soutiens financiers, qu'est-ce qui pousse une entreprise à se tourner vers le modèle CARE aujourd'hui ? C'est une question qu'on se pose aussi et on essaye un peu sans systématiser la recension des différentes motivations, d'être un peu au clair avec ça. Il y en a plusieurs. Il y a déjà clairement certaines entreprises qui sont vraiment engagées et notamment dans le cadre des PME, on a des directeurs de PME qui viennent vers CARE en disant voilà, nous avons des convictions et nous voulons faire des choses qui sont alignées sur la science avec cette notion de dette écologique, etc. Donc ça vraiment, et il y en a de plus en plus. Je tiens vraiment à le dire parce que on parle, il y a une question, ça rend très optimiste. Voilà. La deuxième chose, c'est effectivement la question d'aller chercher des financements parce que non seulement en termes d'aide, mais en termes de revalorisation du type de financement qu'on peut avoir auprès, notamment de banques publiques ou de choses comme ça.
La troisième chose, c'est l'évolution de la normalisation extra-financière au niveau international. Donc, on parlait de CSRD, on parlait de ce qui passe au niveau international. Donc, les entreprises sont de plus en plus confrontées à ça et ça devient un vrai débat interne, non seulement pour les grandes entreprises, mais de plus en plus pour les PME. Et de se dire, si on doit faire quelque chose, autant le faire bien et complètement en avance aussi, c'est-à-dire prendre un coup d'avance sur la philosophie de la mise en place de cette normalisation. Alors pour donner un exemple très concret, c'est que les entreprises qui veulent mettre en place donc la CSRD, la normalisation comptable de durabilité européenne, c'est des choses qui sont c'est complexe à mettre en place. Il y a beaucoup de points. Il y a notamment à peu près un peu moins de 1200 data points à mettre en place. Mais il y a une logique derrière. Et ce qui se passe, c'est que CARE est aligné avec cette logique et CARE permet d'avoir le cadre conceptuel et le cadre philosophique de mise en place de cette normalisation qui réduit du coup la complexité de la mise en place de CSRD. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui motive. Puis, dernière raison, sans être exhaustif du tout, parce qu'à chaque fois, on découvre aussi de nouvelles raisons qui sont très, très intéressantes, c'est l'idée de pouvoir rentrer en discussion avec la direction financière. Alors ça, du point de vue direction RSE, développement durable, de dire il y en a ras-le-bol qu'on soit en périphérie. Avec ça, on va pouvoir vraiment discuter avec la direction financière, avec le contrôle de gestion et donc faire des choses intéressantes et pas simplement en périphérie. Est-ce qu'on arrive à communiquer aussi facilement sur les résultats de CARE qu'on peut le faire avec un bilan carbone? Dans les directions RSE, il y a quand même souvent aussi cet enjeu de communiquer aux consommateurs ce qu'on fait et de dire on a réduit notre bilan carbone de 10% par rapport à l'année dernière. Là, c'est peut-être un peu moins facile avec la comptabilité CARE, ça parle peut-être un peu moins aux citoyens lambda. Alors, toute la question est de savoir comment organiser cette communication, parce que, par exemple, là, alors on a un projet de recherche sur la question du double affichage des prix, c'est-à-dire dire si on mettait vraiment en place CARE partout, combien ça coûterait vraiment, un produit quelconque. Alors, on est déjà sur les questions agricoles. Et là, ça parle, parce que le vrai coût des produits, le vrai coût des reviens des produits agricoles est bien supérieur à ce que l'on a là. Et ça permet de mesurer l'écart entre ce que l'on fait actuellement et ce qu'il faudrait faire si on voulait vraiment préserver à la fois les écosystèmes et les êtres humains. Donc voilà, ça c'est une façon de communiquer et de mobiliser CARE de façon assez parlante. Oui, qui est presque plus impactante pour les consommateurs, parce qu'en fait, le bilan carbone d'une entreprise, on le voit quand on va sur son site internet si on veut regarder, mais le prix, on le voit Tout à fait. tous les jours au supermarché ou quand on achète quelque chose, quoi. On voit avec l'exemple du sol que c'est assez concret quand on est dans le secteur primaire, dans l'agriculture ou dans le secteur industriel. Pour le secteur tertiaire, est-ce que ça s'applique aussi facilement ? Oui, alors totalement. Sur le secteur tertiaire, ça va être des analyses. Alors, il y a déjà tout le volet humain, c'est-à-dire que c'est qui est absolument pas anodin, c'est-à-dire que ça oblige à intégrer la notion de salaire décent, par exemple, et de revaloriser la médecine du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas du tout anodin dans le secteur tertiaire. Mais il va y avoir aussi un travail sur la chaîne de valeur, parce que avec CARE, on va regarder en amont, on va poser la question si tous les fournisseurs avaient mis en place CARE, quel serait le vrai coût du produit acheté, que ce soit l'électricité, que ce soit n'importe quoi, les remèdes de papier ou n'importe. Et ça, évidemment, dans le tertiaire, ça a un impact très fort. Et on va avoir la même chose au niveau de l'aval, ainsi que toute la chaîne d'investissement. Donc voilà, en fait, ce qu'on fait souvent, ce qu'on fait avec le secteur tertiaire, c'est à la fois donc ne pas oublier les enjeux humains, mais surtout donc travailler sur la chaîne de valeur. Tout à l'heure, vous parliez de valeur ajoutée. Si on passe plutôt à l'échelle nationale, la valeur ajoutée aujourd'hui, elle est comptabilisée en termes de croissance du PIB. Est-ce que ce nouveau modèle, il prend parti sur la question de la croissance ou la décroissance ? Oui, alors complètement. CARE, comme c'est de la comptabilité, va redéfinir en fait les performances de l'organisation et tout ce qu'on appelle les sols intérieurs de gestion, dont la valeur ajoutée. Parce que il
faut pas oublier effectivement que la valeur ajoutée, elle est calculée par la comptabilité. Et c'est d'ailleurs, ça a été historiquement un enjeu politique, de comment on calcule la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on met dedans. Donc à partir du moment où on redessine les contours de la valeur ajoutée, obligatoirement, on va reposer la question au niveau national, de la comptabilité nationale. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de la chaire comptabilité écologique, qui elle travaille sur le volet recherche, qui couple à la fois l'approche CARE, l'approche aussi comptabilité nationale avec une relecture justement de la comptabilité nationale sur des bases notamment de coûts écologiques non payés. Et on travaille aussi au niveau intermédiaire sur la comptabilité dite écosystème centrée, donc les comptabilités méso au niveau des territoires des écosystèmes eux-mêmes. Et donc toute la question, c'est de travailler sur l'alignement. Et ça va poser justement comme nouveau type de question. Si on change directement la comptabilité, ça veut dire qu'on va changer directement aussi la façon de mesurer au niveau national. Et donc, toute la question même de PIB, pas PIB devient caduque parce qu'en fait, c'est un nouvel indicateur qui arrive et qui se crée par agrégation des systèmes comptables privés. Et dès lors, même la question de croissance versus décroissance devient aussi une question qui va être redéfinie, c'est-à-dire que par le prisme de CARE comme fondement économique, la question se pose de dire mais si on mettait en place CARE partout, vers quoi on irait ? Eh bien, c'est pas une question de macro, il y a une décroissance globale où on ne sait pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir des secteurs qui vont devoir décroître, d'autres qui vont croître, et donc en fait, il va y avoir globalement, et c'est des choses qu'on commence à travailler, des baisses de rendement des marchés, par exemple, en fait un assainissement des rendements des marchés, mais il va y avoir des secteurs qui vont croître et d'autres qui vont devoir renoncer à des choses. Et donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil que de poser, il doit y avoir une décroissance globale, avec d'ailleurs souvent des interrogations, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et beaucoup d'acteurs qui disent, mais décroître, mais par exemple la permaculture, il n'y a aucune raison que ça décroisse. Donc voilà, en fait, c'est prendre la question de l'autre bout, c'est-à-dire non pas sous un angle macro, en disant on a des grands modèles qui font que on doit suivre une certaine logique, mais de dire si nous changions nos façons de nous organiser sur d'autres bases qui respectent les écosystèmes et les êtres humains, ça conduit à quoi en termes socio-économiques ? Donc en fait, cette question, elle devient presque caduque puisque l'indicateur de PIB et donc de croissance n'est plus celui que on regarderait et on mesure pas du coup la croissance ou la décroissance de la même manière. Ça serait une belle avancée. Où est-ce qu'on en est un peu du développement de cette méthode aujourd'hui ? Qui a intérêt à ce que ça se développe ? Qui au contraire a peut-être pas intérêt à ce que ce genre de comptabilité se massifie ? Alors sur le développement, donc on est sur un couplage déjà entre des projets de recherche qui permettent d'ailleurs de faire les liens avec la science et une opérationnalisation très forte sur le terrain, donc avec, comme je l'expliquais, des opératrices et des opérateurs CARE qui accompagnent la mise en place de CARE dans les organisations. Une montée en puissance aussi institutionnelle. CARE, c'est un peu aussi imposé dans le débat français sur la comptabilité, de plus en plus d'ailleurs hors de France, déjà dans les pays francophones. Mais par exemple, CARE a été intégré dans les méthodologies de la TNFD. Donc la TNFD, c'est la Task Force for Nature-Related Financial Disclosure. Donc c'est une grande initiative internationale de publication d'informations en lien finance-nature, qui pose beaucoup d'interrogations parce qu'une grande base est plutôt basée sur une valorisation économique de la nature, mais en tout cas, ils ont un référentiel des méthodologies recommandées au niveau international et CARE en fait partie. Donc, il y a des avancées à la fois donc opérationnelles et institutionnelles très fortes sur les alors qui soutient, qui ne soutient pas. Je dirais que un point que je trouve très intéressant derrière CARE, c'est que ça permet de réunir des acteurs qui souvent ne se parlent pas, c'est-à-dire d'un côté des acteurs qui défendent une écologie très basée vraiment sur une préservation très forte des écosystèmes, et de l'autre côté des acteurs qui viennent plus du monde de l'entreprise avec cette idée que l'entreprise, elle est là pour s'inscrire dans le long terme et transmettre un patrimoine déjà financier, mais qu'il y a un rapprochement qui se fait en disant bah oui, mais il faut transmettre aussi un patrimoine écologique. Et donc il y a un rapprochement qui se fait comme ça. Donc on a beaucoup de soutien qui viennent de ces deux mondes-là. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que les rejets se font plutôt sur une vision justement qui est
de l'économie qui est en dehors de cette idée de conserver, qui est plutôt sur l'idée il faut produire toujours plus. Il faut, je dirais, c'est une opposition entre préserver quelque chose versus considérer que l'économie est toujours dans une fuite en avant de rentabilité. Et donc c'est là où on a une certaine opposition des acteurs. Par exemple, quand on arrive en disant CARE va intégrer les dettes écologiques, on a des acteurs pour qui ça parle tout de suite. Et on a un certain nombre d'acteurs qui disent non mais des dettes écologiques, mais ça baisse les rendements. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est au-delà du simple opérationnel. C'est quelque chose qui touche profondément certains acteurs en disant non, on ne va pas changer, on va pas remettre en question un rendement parce que on devrait prendre en compte de nouvelles redevabilités écologiques. Et donc ça, notamment dans un certain nombre d'instances internationales, ça passe pas encore complètement, mais ça se développe. Justement, vous évoquez le niveau international. Comment est-ce que ce modèle il se développe déjà peut-être à l'échelle européenne, puisqu'il y a quand même beaucoup de normes comptables qui sont définies à cette échelle, et puis même à l'échelle internationale? Au niveau européen, ce qui se passe, c'est que, et au niveau international, on a donc le développement de ce qu'on va appeler des normalisations comptables de durabilité, qui restent encore, qui sont pas encore sur la comptabilité intégrée. On reste sur des choses qui sont à côté des systèmes comptables classiques, des normes comptables classiques, avec deux projets différents. Le projet européen qui, lui, vraiment est fondé sur l'idée de on prend les impacts sur les écosystèmes. Alors c'est ce qu'on appelle justement la double matérialité, c'est-à-dire considérer que on prend à la fois est important, donc matériel, les impacts sur la performance financière, mais aussi les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Donc c'est ça la double matérialité. Donc ça c'est le projet européen de normalisation extra-financière qu'on appelle CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Au niveau international, on a une normalisation donc qui est apparue, qui vient d'un organisme qui s'appelle l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board, qui développe les IFRS. Alors, c'est le domaine des acronymes, malheureusement, mais donc les IFRS, c'est les International Financial Reporting Standards. IFRS S pour Sustainability. Donc, on colle un S à IFRS. IFRS étant les normes comptables dites internationales. Et alors là, ce projet-là est totalement en matérialité dite simple, c'est-à-dire qu'on ne prend en compte que les impacts sur la valeur financière, la valeur actionnariale des entreprises. Alors, ce qui se passe, c'est que la logique de CSRD est totalement en accord avec CARE. Et on a de plus en plus de travaux actuellement pour mettre en perspective CSRD et CARE et montrer comme quoi CARE peut être un horizon normatif et de planification en fait de plan de compte pour CSRD. Par contre, CARE s'oppose radicalement justement au projet de l'ISSB. Donc, ce qui fait qu'on a justement des montées en puissance au niveau européen. On a des entreprises, par exemple, donc déjà dans les pays francophones, Belgique, Suisse, qui commencent donc à arriver sur CARE. On a des discussions poussées au niveau institutionnel européen justement sur ces questions CSRD CARE. Et au niveau international, on se retrouve dans une opposition frontale avec les IFRS et l'ISSB. Et en fait, c'est là où il y a ce point vraiment d'attention. CARE a été développé pour contrer les IFRS, littéralement. Et le projet dévastateur qu'il y a derrière les IFRS et cette vision que l'environnement et l'intégralité finalement du monde économique devraient être là uniquement pour maximiser la valeur actionnariale, ce qui est vraiment un problème de fond. Et donc au niveau international, on a, comme je le disais, donc on a été intégré dans le référentiel des méthodologies TNFD, donc il y a un certain nombre de soutiens. Mais voilà, on a vraiment cette opposition frontale avec ce projet qu'on considère comme étant vraiment délétère au niveau des IFRS. Donc c'est vraiment deux conceptions de l'économie et bien donc presque du monde qui s'opposent avec ces questions comptables. Totalement. Peut-être pour revenir à une échelle un peu plus petite, comment est-ce que ces modèles pourraient se développer chez des PME qui représentent une part importante des entreprises en France et qui n'ont pas forcément les moyens de ramener des chercheurs, de faire bosser tous leurs comptables sur cela. Est-ce qu'on doit l'appliquer de manière globale ou est-ce que on peut déjà intégrer quelques petites briques de ce nouveau modèle dans notre comptabilité quand on est une PME? Tout à fait, sur la question des PME qui est absolument cruciale parce que le tissu économique effectivement est basé sur les PME, les ETI.
Et dans actuellement, dans les mises en œuvre opérationnelles de CARE, on a en fait beaucoup plus de PME que de multinationales. Ce qui se passe, c'est que CARE, comme je le disais, est décomposé, donc c'est une méthodologie en plusieurs phases, ce qui permet ce phasage d'avancer à son rythme déjà. C'est-à-dire qu'on va pas arriver dans CARE en disant on met tout en place d'un seul tenant. Donc il y a déjà une possibilité d'avancer pas à pas dans la mise en pratique, dans la mise en œuvre de CARE. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un accompagnement donc par, comme je disais, les opératrices et les opérateurs CARE. Et sur la question en fait du coût de mise en place et de la temporalité et de l'implication. Alors il y a deux choses par rapport à ça. C'est que il y a la question de l'implication des PME. CARE, c'est pas une boîte noire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en disant, enfin, quand je dis nous, c'est les personnes qui mettent en place CARE n'arrivent pas en disant, voilà, vous nous donnez 2 ou 3 données et on vous sort quelque chose. Ça, c'est totalement intenable. Mais malheureusement, il y a des propositions en fait de comptabilité extra-financière qui font ça. Non, il y a vraiment en fait une essai d'avoir une implication de la direction, donc donc de l'organisation, de la PME, plus les personnes qui travaillent d'une façon ou d'une autre sur les questions financières et les questions potentiellement, quand il y en a, de durabilité, de ressources humaines. Donc ça, il y a une question d'implication on est absolument intransigeant là-dessus. Et il y a un côté humain très fort, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue, il y a une vraie implication des opératrices et opérateurs avec l'entreprise. Donc voilà, on rentre dans le modèle d'affaires, on rentre en discussion. Ça, c'est absolument non négociable. Par contre, il y a la question du coût financier, qui est autre chose. Le coût financier, il y a 2 choses. Comme je le disais, il y a de plus en plus de possibilités d'aide, d'accompagnement. On a fait une opération collective en région PACA avec l'ADEME qui a permis de favoriser donc la mise en œuvre de CARE avec certaines aides. Donc il y a ça premièrement. Et de plus en plus, on travaille aussi sur des regroupements de PME. Parce que quand on est sur des territoires, des PME peuvent avoir les mêmes problématiques. Et donc plutôt travailler sur une PME, travailler sur un regroupement de PME. Donc ça, c'est des choses qui se négocient et qui sont en discussion avec le CERCES de façon vraiment à favoriser le développement dans les PME, justement, de CARE. D'accord, donc ça bouge aussi du côté des financeurs publics qui sont prêts à aider les PME pour avoir d'autres modèles comptables. Ça bouge un peu. Pour peut-être avoir une note un peu plus... même si c'est positif, ce dont on vient de parler, aujourd'hui, dans un peu le désastre écologique qu'on est en train de vivre, quels sont les éléments, vous, qui vous donnent espoir ? Comment est-ce que vous restez optimiste dans ce monde ? Alors, c'est une excellente question. Je crois sincèrement que je suis engagé dans les questions écologiques depuis très longtemps et ce qui m'a redonné de l'espoir ces dernières années, c'est justement ce qui se passe autour de CARE. D'où aussi mon engagement dans ce projet, parce que ça permet de faire un lien très concret entre des approches théoriques et conceptuelles sur ce que l'on devrait faire en termes écologiques et un déploiement opérationnel où on voit des modifications d'entreprises, de modèles d'affaires. Et puis surtout, on voit une communauté qui se forme. C'est-à-dire que ça, il y a vraiment un ressenti autour du CERCES, autour de la chaire, que CARE, en fait, est un peu l'étendard d'une autre pensée et de cette notion de redevabilité écologique qui peut refonder un autre monde avec vraiment une conviction derrière que ça peut être opérationnel et qu'on peut y arriver, en fait. Donc, je pense que c'est ça qui me donne un certain optimisme en disant quand on voit en fait les témoignages et les personnes qui rejoignent cette communauté et qui viennent aussi d'horizons très divers et qui sont prêts à faire ce couplage entre reposer vraiment la question de cette redevabilité écologique et de la transformation du système économique et la question opérationnelle, oui on y va et on sait maintenant concrètement comment le faire, ça effectivement c'est un vrai soutien et une vraie raison d'être optimiste. Et peut-être pour terminer sur un registre un peu plus personnel, comment vous êtes devenu chercheur ? Je suppose que vous vous êtes pas levé un matin à 7 ans en vous disant que vous deviendrez chercheur sur la comptabilité, qui est quand même un monde un peu opaque pour la plupart des gens. Comment est-ce que vous avez décidé de vous engager sur ce sujet ?
Alors, effectivement, je ne suis pas réveillé à 7 ans en me disant je vais être chercheur en comptabilité, d'autant plus que, à la base, je suis absolument pas en comptabilité. Je suis à la base chercheur en mathématiques. Donc c'était plutôt ça mes premières amours, qui sont d'ailleurs toujours, que j'apprécie toujours énormément et je travaille toujours beaucoup dans ce domaine-là. Mais en fait, il y a un moment donné, je me suis posé la question, donc j'ai été chercheur en mathématiques, mais avec un engagement, comme je le disais, depuis toujours sur les questions écologiques et les questions combinées écologie et aussi économie. Et donc de me dire, est-ce que chercheur en mathématiques, c'est ce que je veux faire complètement ? Est-ce que voilà, donc ce couplage. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à rencontrer quelqu'un qui a été déterminant pour moi, qui est Jacques Richard, qui en fait est le créateur initial historique de CARE et qui est professeur émérite à Dauphine et que j'ai eu en cours de comptabilité. Et sincèrement, quand je l'ai rencontré, la comptabilité pour moi c'était absolument hors de question que je fasse ça dans ma vie. C'était même un rejet très très fort. Et il m'a montré l'envers du décor et il m'a convaincu en fait de faire de la recherche dedans et je lui en remercie énormément. Et c'est à partir de là que j'ai découvert tout cet univers et ce qu'on pouvait faire avec et les liens profonds avec la philosophie, l'anthropologie. C'est-à-dire vraiment ce couplage théorie pratique qui est extrêmement fort et qui est au cœur en fait de système économique. Ouais, ce qui est intéressant au final, c'est que ça remet la comptabilité en lien avec plein d'autres domaines, comme vous le disiez, l'économie, la philosophie, l'anthropologie. On n'a pas trop souvent l'habitude de voir la comptabilité mêlée avec ces autres domaines. Merci beaucoup pour votre temps et pour cet échange très intéressant. Et puis j'invite nos auditeurs, s'ils ont envie d'en découvrir un peu plus sur CARE, à aller sur le site de la chaire comptabilité écologique où il y a pas mal de ressources. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où trouver de l'information ? Alors le site du CERCES. Donc c'est sur le site du CERCES qu'il y a la plupart des informations sur CARE maintenant. Notamment, entre autres, il y a d'autres informations sur la comptabilité. Et voilà, déjà sur ces deux premières choses. Et après, on a mené avec un collègue, Clément Féguer, tout un projet au Collège des Bernardins sur justement les liens philosophie, anthropologie, opérationnalisation comptable. Et donc, il y a beaucoup de ressources sur le site du Collège des Bernardins. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.